Manifeste pour une école de Paris renouvelée du XXIe siècle dite École de Paris du XXIe siècle. Vidéo numéro 1. Début de la première vidéo sur 4 vidéos. Cet ouvrage est composé de 4 vidéos numérotées de 1 à 4. En lecture audiovisuelle, les numéros et durée des vidéos sont indépendants du plan du contenu. Manifeste pour la relance d'une École de Paris renouvelée du XXIe siècle. Pour une École de Paris du XXIe siècle. Pour tout contact et communication. Secrétariat, auteur du manifeste Monsieur Antoine Antolini, critique d'art, conférencier d'art. Contact courriel à édition-edmc@yahoo.fr tel 06 10 99 90 98 ou tel plus 336 10 99 90 98. www.artistiquemuséographie.com. Édition des musées et de la culture, EDMC Europe Copyright EDMC 2020 Édition des musées et de la culture EDMC Europe. Association Loi 1901 pour la promotion internationale de l'art et de la muséologie. Fondée en 1993, 27e année. www.artistiquemuséographie.com Copyright EDMC. Sommaire. Sommaire de la première partie. Les fondements du manifeste pour l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle. Première partie. Chapitre 1. L'École de Paris ne doit pas mourir. Introduction. Genèse du concept de l'École de Paris. 1-2. Sauver et développer l'École de Paris. 1-3. La relance de l'École de Paris. 1-4. L'École de Paris renouvelée du XXIe siècle, pour la sauvegarde et la promotion de notre patrimoine artistique et culturel pluriel. École de Paris renouvelée, non seulement en termes de nouvelle génération, mais aussi, en termes de disciplines artistiques plus larges, et nouveaux contenus esthétiques. Sommaire de la deuxième partie. 2. Manifeste pour la relance de l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle, dite École de Paris du XXIe siècle. Pour une école de tous les arts, de tous les artistes et de tous les pays. Liberté de créativité et solidarité. Deuxième partie 2, chapitre 1, la genèse du concept. Première moitié du XXe siècle. 2. Deuxièmement, développement du concept après 1945, l'évolution du concept dans la seconde moitié du XXe siècle. La nouvelle École de Paris et le choc esthétique de l'arrivée d'une nouvelle période d'histoire de l'art. Avec l'avènement de l'art contemporain, qui succède à l'art moderne. 2, 3. À l'aube du XXIe siècle, un besoin de retour aux sources pour l'École de Paris du XXIe siècle. Pour une École de Paris renouvelée, et ouverte à l'ensemble des disciplines de l'art contemporain. En ce début de XXIe siècle, ouverte pour le futur, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, et de l'intelligence artificielle, IA. 2, 4. Le besoin d'un renouveau du concept d'une École de Paris dans le XXIe siècle, analyse et définition. 2, 5. Charte déontologique, moyen incontournable pour promouvoir, sauvegarder, défendre et protéger la mémoire et l'image de notre passé artistique, mais aussi pour l'avenir. 2, 6. Esprit d'une ouverture à la pluralité des arts et des styles, ainsi que à la création littéraire, artistique et culturelle, connectée pour vivre le XXIe siècle, pleinement en phase. 2, 7. Solidarité artistique et socio-culturelle, universalisme et humanisme. Respect de l'environnement. Troisième partie. Sommaire, de la troisième partie, les actions du manifeste 2020. Pour la sauvegarde et la promotion culturelle de l'École de Paris, pour une École de Paris renouvelée du XXIe siècle, dite École de Paris du XXIe siècle. Chapitre 3. 1. Échange numérique et rencontre autour du manifeste 2020. Le préambule. Chapitre 3. 2. Hommage pour le centenaire de l'École de Paris. 1920 à 2020. 3. Exposition hommage, commémorative, pour le centenaire. 1920 à 2020 et en même temps. Inaugurale de l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle. École de Paris du XXIe siècle. Il n'y a de plus bel hommage que celui qui porte une renaissance. 3, 4.
Un musée, dédié pour la mémoire et l'histoire de l'École de Paris. Promouvoir l'ouverture d'un espace muséal de mémoire, d'histoire et d'exposition. 3.5. Proposition. Pour étudier les possibilités d'admission de l'École de Paris au patrimoine culturel immémorial de l'UNESCO. Dans le cadre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. PCI. Du 17 octobre 2003, adopté par l'UNESCO, et entré en vigueur en 2006. 3.6. Centre de documentation numérique et mémoire École de Paris. 3.7. Mieux faire connaître l'École de Paris du XXIe siècle, ou École de Paris renouvelée du XXIe siècle. Une synthèse entre les arts traditionnels des nations, et la diversité des arts contemporains les plus actuels. Première partie, les fondements du manifeste pour l'École de Paris renouvelée du XXIe siècle. Pour une École de Paris du XXIe siècle. Chapitre 1er. L'École de Paris ne doit pas mourir. Introduction. Genèse du concept de l'École de Paris. 1. Dès le tout début du XXe siècle, dès avant le premier conflit mondial 1914-18, la notion d'une École de Paris avait émergé. Paris, ville rayonnante, berceau culturel, imprégné de liberté, était une capitale idéale pour y faire émerger les styles et les avant-gardes. Des mouvements et tendances artistiques y fleurissent tels le cubisme, le fauvisme, l'impressionnisme abstrait. Des liens étroits, artistiques et culturels, se tissaient aisément entre peintres, poètes, écrivains, critiques d'art et artistes de tout domaine, de toute nationalité. Des artistes étrangers, voire astérisques en bas de page, s'y installent ou y séjournent. De Picasso à Kandinsky, c'est à Paris, dans cette période, que l'art moderne et contemporain du XXe siècle vont progressivement prendre forme et poser leurs premiers fondements. Les artistes du monde entier, d'Europe, d'Amérique et même d'Asie, convergeaient vers Paris, devenu un pôle central des arts, référent de la culture artistique occidentale. L'École de Paris émerge à ce moment-là, dans un concept inédit et générique, qui marque la dimension de cette vie artistique cosmopolite et internationale, foisonnante et interactive, avant la Première Guerre mondiale. Astérisque École de Paris est le terme étranger. Des artistes et créateurs, qui ont participé aux écoles de Paris successives, ont pu être étrangers, pendant un temps, puis obtenir quelques années après, la nationalité française et poursuivre ainsi leur carrière, mais ne plus correspondre dès lors à ce terme. Concernant le terme étranger utilisé à diverses reprises dans ce manifeste, cela pourra alors concerner des artistes étrangers, ou d'origine étrangère. Nous nous situerons donc par rapport à la définition du dictionnaire Larousse, qui définit le sens du terme étranger, qui n'appartient pas à la nation où on vit, ou par rapport à laquelle on se place. Qui a trait aux relations avec les autres pays, extérieurs. Il faut rappeler ici que ce sont bien les artistes venus de différents pays, qui ont constitué la naissance et le fondement, l'existence et l'essence même, de l'École de Paris. Dans le préambule du manifeste, une notion éthique des universalités de l'art situe l'artiste, en tant que tel, en dehors de toute considération de pays d'origine. 2. Dans son esprit du début, l'École de Paris rassemble des artistes et créateurs venus de différents pays étrangers, bien par-delà les peintres ou les sculpteurs, dans un espace de talents divers, de divers secteurs culturels. Une vocation à exister en un climat bouillonnant de différence. La rivalité de certains artistes français, ou les prises de position chauvines de certains critiques, n'entament pas le sens d'une boussole calée vers la convergence de toutes ces nationalités, qui travaillent sur place, ou en tournée, qui viennent pour faire connaître leur style, s'informer des mouvances, s'initier aux nouveautés, s'instruire de techniques ou des tendances, peindre, écrire, durablement ou temporairement à Paris. Dans ces 2 premières décennies du XXe siècle, malgré les heures sombres de la Première Guerre mondiale 1914-18, les arts, la littérature, les théories des arts ou la poésie, atteignent des sommets comme par exemple avec Guillaume Apollinaire, Guglielmo Alberto Vladimiro Alessandro Apollinar de Kostrovitsky. Rome 1880, Paris 1918. Tout autant le théâtre, la musique, la danse et le ballet, l'architecture, les métiers d'art, de création, évoluent dans une interpénétration de talents et de savoir. Peinture, sculpture, idées nouvelles, mouvements d'avant-garde,
mais aussi textes inédits, décors inattendus et scénographies audacieuses, créent un nouvel art de vivre, de nouvelles modes, de nouveaux goûts, qui laissent sur le côté les ressentiments rétrogrades. Certains peintres osent et parviennent à élaborer de nouveaux canons esthétiques, qui bouleversent les idées reçues, tel Amedeo Modigliani, 1884 à 1920, arrivé à Paris en 1906, depuis son Italie natale. Durant l'entre-deux-guerres, la première école de Paris compte de nombreux artistes de talent, parmi lesquels on rencontre des artistes originaires des pays de l'Est, d'Allemagne, de Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Russie ou Tchécoslovaquie et qui participèrent par leur création, à la naissance puis à l'épanouissement de ce que fut la première école de Paris. Leur grammaire picturale, parfois créée à partir de visions ou de styles inspirés de leur culture, produisent d'intéressants pontages artistiques, des synthèses, entre tradition et modernité, proposent des constructions inédites de perspectives, générant une dynamique de renouveau dans l'art. La capitale était un pôle créatif, internationalement renommé, les artistes de tout pays pouvaient venir s'y installer durablement, ou y faire simplement un séjour formateur, y nouer des liens d'amitié et se faire connaître. La tendance figurative, dans la première école de Paris, est en pleine évolution. Après l'impressionnisme, le public parisien, progressivement, grâce aux galeries et aux marchands d'art, aux expositions, se familiarise peu à peu avec les nouveaux styles. Parmi ces artistes venus de l'étranger, de la première école de Paris, certains innovent des compositions très différentes, comme les scénographies picturales de Marc Chagall, 1887 à 1985, ou encore les paysages audacieux d'un Chaim Soutine, 1893 à 1943, qui renouvellent l'idée du figuratif. Parmi ces artistes venant des pays de l'Est, de nombreux peintres se révéleront d'un talent inouï. Par exemple les potentiels créatifs, d'un Michel Kikwan, 1892 à 1968, ou de Moïse Kisling, 1891 à 1953. Dans le domaine statuaire, on remarque les recherches novatrices du sculpteur Ossip Zadkine, 1890 à 1967. La première école de Paris impactera définitivement l'art moderne et contemporain du XXe siècle. Sommaire troisièmement. Artistes, intellectuels, toute une intelligentsia créative et moderne, aime à se retrouver dans les quartiers de Montparnasse, à Montmartre, faire connaissance dans des cafés emblématiques. L'école de Paris est un éveil socio-culturel atypique, une éclosion symbiotique des arts, irriguée par l'extérieur, par tous les domaines des arts, aussi bien d'une nouvelle poésie, que de styles littéraires, de musique et de danse en de nouvelles visions. En ces années de la Belle Époque, l'école de Paris vivante de la capitale devient un courant, une référence à l'intérieur même de la cité, comme tout autant vu depuis l'extérieur de nos frontières. Impressionnisme, expressionnisme, fauvisme, cubisme, tout un ensemble de créations se multiplient et se disputent les cimaises et les faveurs d'amateurs d'art, d'un public tout autant français qu'international. Les artistes venus de nombreux pays étrangers à Paris bénéficient d'une certaine aura de l'inédit, du jamais vu, chaque artiste étranger tout autant que français, quelle que soit sa discipline des arts, peut être associé à ce courant de l'école de Paris, ouverte, s'y reconnaître, sans réclamer. Chacun peut croiser son savoir, participer à l'essor des arts, dans les pontages originaux et les multiples liens qui se nouent, par lesquels dans cette école de Paris, se côtoient et s'entrecroisent les différents domaines culturels. C'est une synergie étonnante de toute forme de création dans les arts qui produit l'avant-garde. Ce phénomène se poursuivra ensuite dans l'après-guerre 1914 à 18, lors du retour progressif à la vie artistique. Dans les années 1920, sur ses fondations antérieures, l'école de Paris s'épanouira, peu à peu, dans une appellation qui se médiatisera et s'officialisera, dans cette aube naissante du XXe siècle. 4. La première école de Paris prenait son essor. Si, selon certains auteurs, ce terme fut évoqué avant 14 à 18, dans la presse allemande, pour désigner des artistes parisiens, il est dans l'air du temps et réapparaît publié en 1923, puis en 1925, sous la plume de l'écrivain André Warner, 1885 à 1960, critique d'art et écrivain, qui médiatisera et positivera le nom des écoles de Paris, lui donnant une réalité objective.
Cette première période de l'école de Paris se développa en regard de toutes les formes d'expression des arts, de la culture, de l'architecture et du style art déco qui prend la place de l'art nouveau. Ce spectre pluriel et très large d'intellectualité de toutes disciplines nourrit l'école de Paris de transdisciplinarité entre musique, danse, peinture. Peu à peu, on verra le vocable d'école de Paris s'appliquer dans la pratique à un cercle plus restreint lié aux beaux-arts. Progressivement, l'école de Paris, initialement transdisciplinaire, en arrivera de façon plus réductrice à représenter la création picturale et plasticienne. De nouvelles mouvances deviennent locomotives de la mode et des goûts, abstraction et surréalisme se développent dans ces années 1920, par-delà tout clivage de nationalité et apportent une animation à la vie culturelle, se tenant à distance des canons du fauvisme ou du cubisme, encore plus de la figuration d'avant-garde qui bat son plein, qu'elle soit d'inspiration impressionniste ou expressionniste. Des artistes éminents, de Chagall à Modigliani, sont devenus des maîtres reconnus dans l'élite parisienne, dont le style fait autorité. Les peintres et sculpteurs devinrent progressivement les tenants privilégiés de cette première école de Paris dans l'entre-deux-guerres, avant 1939. 5. La seconde école de Paris. Après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1945, ce mouvement d'école de Paris se retrouvera dans une seconde école de Paris, dans une nouvelle dynamique différente, témoignant d'une dominante esthétique, picturale et statuaire, loin des transdisciplinarités initiales, de la première école. Tour à tour abstraite et figurative, puis, plus fortement abstraite, à partir des années 1950, on s'accorde à reconnaître la nouvelle école de Paris à partir du début 1952, lorsqu'un groupe d'artistes présenta ses œuvres à Paris, sous cette appellation, lors d'une exposition organisée, sous l'impulsion du critique d'art et écrivain, Charles Estienne, 1908 à 1966. Cette école allait marquer la seconde moitié du XXe siècle, contribuant progressivement à faire basculer l'art moderne dans un art contemporain d'avant-garde. Un parfait succès, obtenu au cœur d'un enjeu très concurrentiel international avec les États-Unis, en cette après-Seconde Guerre mondiale, pour arriver à faire naître une nouvelle culture artistique, qui sera française, à Paris, qualitative et novatrice, de stature nationale, certes mais aussi européenne, et internationale. Une mission accomplie pour la nouvelle école de Paris, qui associa les meilleures innovations esthétiques des meilleurs artistes, qu'ils soient français, ou venus de pays étrangers, vivant à Paris ou travaillant dans la capitale. 6. À l'occasion de la clôture du cinquantenaire de la création de l'UNESCO, une exposition de synthèse, présentée par le Conseil national des arts plastiques, exposition de peinture intitulée « L'école de Paris de 1945 à 1975 », a eu lieu du 7 au 28 décembre 1996, au Palais de l'UNESCO, présentant 100 œuvres de peintres vivants, originaires de 25 pays et 5 continents, retenus par l'histoire de l'art comme étant l'école de Paris. Aujourd'hui, en 2020, sur environ 200 peintres et sculpteurs désignés comme appartenant à la nouvelle école de Paris, moins d'une dizaine sont encore vivants. Chapitre 1. 2. Sauver et développer l'école de Paris. Face à cette disparition, il est temps de réagir et de renouveler cette école et son concept. Il ne s'agit pas de faire un simple inventaire de peintres de nationalités étrangères, vivant ou travaillant à Paris, aujourd'hui, pour reconstruire une véritable école de Paris du XXIe siècle. Il convient de renouer avec le concept initial, de la première école de Paris, car l'évolution et les enjeux de notre siècle nous l'imposent, et l'on ne peut y déroger, face à la pluralité des formes d'art actuellement et que l'on voit poindre pour demain, notamment, pour partie, avec l'usage des nouvelles technologies numériques, dans le domaine des arts. 1. Patrimoine immatériel culturel. Cette école de Paris est notre histoire, c'est notre patrimoine, il s'agit de notre vie quotidienne des arts et de la culture, de nos valeurs d'accueil et de liberté. L'école de Paris est bien un patrimoine immatériel culturel, qui tend à l'universel, qui a une histoire, une mémoire collective, un avenir commun. Son influence s'étend hors de nos frontières, depuis le début même de sa fondation à l'aube du siècle dernier, et encore aujourd'hui. Si cette école concerne, certes, les arts, la sculpture, la peinture, et dès lors de nombreux artistes, issus des nombreux pays et installés ou vivant à Paris, en France, nombre d'entre eux, effectivement, sont ensuite repartis et répartis, dans le monde, après avoir créé, à Paris, en France.
Ils ont souvent développé leur style à Paris, puis exporté, ou encore emporté, avec eux, dans leur pays d'origine, un goût unique pour créer. L'école de Paris a un cursus évolutif, elle a souffert, nombre des artistes qui l'ont composée ont eux aussi souffert, éloignés d'elle, ou ayant traversé avec elle, les périodes les plus difficiles, les plus sombres, de l'histoire contemporaine. L'école de Paris, si elle a survécu, conserve le souvenir de tous ces artistes disparus. Il est de notre devoir de la préserver, et de passer le flambeau aux nouvelles générations. Il convient d'honorer les grands artistes, les grands noms, qui composent cette école, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde, et de faire vivre leurs souvenirs et leur art dans le futur, car nombre d'entre eux sont des modèles culturels, français et internationaux. Pour les éditions des musées et de la culture, EDMC, l'école de Paris, avec ses artistes, est indissociable de notre identité culturelle nationale, européenne, internationale, en miroir du monde. L'école de Paris est indissociable de nos valeurs fondamentales, de notre attachement à la liberté, elle fait corps avec notre évolution passée, mais aussi est associée à un devenir, qui dépend de chacun de nous. Il est urgent de relancer et renouveler en 2020, au ce début du XXIe siècle, l'école de Paris, qui, aujourd'hui, a, malheureusement, en tant que telle, quasiment disparu. Chapitre 1, 3, la relance de l'école de Paris. L'école de Paris a démontré par le passé, dans son concept initial, dès le début du XXe siècle, combien pouvait être porteuse l'interaction entre peinture, sculpture, littérature, poésie, théâtre, musique, danse, non exhaustif. Les exemples sont abondants de créations transdisciplinaires et transculturelles, croisant ces domaines, dans des réalisations novatrices, ou se réclamant de ce concept. Pour choisir quelques exemples, parlons de l'école de Paris de la poésie russe, que l'on peut trouver rassemblée dans les recueils de poésie de l'Union des jeunes poètes et écrivains de Paris, à la fin des années 1920. Le compositeur classique d'avant-garde, Marcel Mialovici, 1898 à 1985, d'origine roumaine, créé en 1928, dans le domaine de la musique classique symphonique et de l'opéra, l'école de Paris, avec de talentueux compositeurs, dont le chef d'orchestre ukrainien, Igor Markovitch, qui se regroupe au sein de l'école de Paris. Dans le domaine de la danse, l'épanouissement des ballets russes de Diaghilev, avec Nijinsky, se développe à Paris, en accueillant le talent de musiciens russes, tels Stravinsky, ou français, tel Erik Satie, celui de peintres, comme le français Matisse, ou l'espagnol Picasso. Ce concept de l'école de Paris a fait évoluer la société dans beaucoup de domaines culturels, du théâtre au cinéma, de la littérature à la poésie, produisant un rayonnement de la capitale et de la France, bien au-delà de nos frontières. Les éditions EDMC souhaitent pour le XXIe siècle, que cette école de Paris en revienne, en partie, à ses fondamentaux, dans le présent et le futur de ce nouveau siècle. Qu'elle soit ouverte, au-delà de la peinture et de la sculpture, à toutes ces nouvelles formes d'art, qui ont émergé et émergeront encore, issues du progrès des technologies visuelles et de l'art du numérique. L'école de Paris renouvelée du XXIe siècle, que les éditions EDMC préconisent et souhaitent promouvoir, devra, ou devrait, accueillir les formes d'art les plus variées, en phase avec son siècle. Par exemple, non seulement le land art, ou encore l'art monumental, ou le street art, mais plus largement, toutes les créations issues de l'évolution des arts et des styles, le design, les nouveaux matériaux et supports, toutes les potentialités des jeux de lumière et de projections lumineuses et colorées sur les monuments, tels de nouveaux packaging transparents, translucides, l'art hologramme. Non exhaustif. Ceci tout en restant une école ouverte aux créations culturelles de tous les domaines, provenant de toutes les communautés étrangères, vivant ou installées à Paris. Du théâtre à la danse, de la musique à la poésie, la littérature. Non exhaustif. Tout change, certes, tout évolue, certes, mais la disparition du concept école de Paris représenterait une immense perte, un vide historique, une régression, car nous le savons, la possibilité de survivance et de renouvellement existe. Dès lors, nous devons mettre en œuvre un concept actualisé, renouvelé, du XXIe siècle, dans le respect des fondations déjà établies par le passé. Les éditions EDMC, ainsi, veulent éviter la disparition d'un lien, pour la communauté artistique étrangère à Paris.
La capitale se viderait d'une partie de sa substance artistique et culturelle par cette extinction. Il faut absolument sauvegarder et renouveler l'école de Paris dans le siècle nouveau, son esprit, son climat, le renouveau et la prospérité des idées qu'elle permet. Les éditions EDMC sont pleinement en harmonie pour cela, avec la poursuite de leur vocation et de leurs buts associatifs, dans cette magnifique action, pour la préservation de ce véritable patrimoine culturel immatériel. Chapitre 1. 4. L'école de Paris renouvelée du XXIe siècle. Pour la sauvegarde et la promotion de notre patrimoine artistique et culturel pluriel. Une école de Paris renouvelée, non seulement en termes de nouvelles générations, mais aussi, en termes de disciplines artistiques plus larges, et de nouveaux contenus esthétiques. Oui, il faut mobiliser toutes les énergies, afin de continuer à faire exister et revivre une école de Paris du XXIe siècle. Une école de Paris du XXIe siècle renouvelée, ouverte largement, non seulement aux peintres, ou à tel ou tel style abstrait, mais pour ce nouveau siècle, à tous les artistes et créateurs, dans leur diversité, provenant de toutes les disciplines, de tous horizons, de tous styles picturaux et esthétiques, de tous les genres, des plus traditionnels, jusqu'aux plus avant-gardistes, originaires de tout pays. Cela est primordial et applicable, non seulement, aux arts, mais aussi, pour rassembler et regrouper dans un esprit interactif, littérature, théâtre, musique, poésie, danse, cinéma, photographie, la création visuelle et esthétique de tout domaine au sens large, de l'architecture au design. Non exhaustif. Ceci est important, car ces créations croisées sont source de progrès. Il convient d'y intégrer le progrès des nouvelles technologies numériques ayant cours dans la création visuelle. Art du numérique, de l'infographie, nouveaux supports et matériaux, c'est l'ensemble de cette création originale globale, qui est concernée, dans toute la pluralité des domaines créatifs et novateurs, qui pourront constituer cette nouvelle école de Paris, renouvelée, non seulement en termes de génération, mais aussi, en termes de contenus artistiques. Elle sera tout à fait différente de celle de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui évolua à Paris, dans la seconde moitié du XXe siècle. Il faut promouvoir un renouveau de l'école de Paris, afin qu'elle soit connectée à son siècle, avec sa vision d'ouverture mondiale, avec le souci d'intégrer un facteur essentiel, celui de la solidarité artistique, interculturelle et transnationale, dans la capitale, mais en y incluant aussi, une autre forme de solidarité, celle envers la planète, qui est une nouvelle valeur humaine, à savoir celle de la protection de la nature et de l'environnement, de la prise de conscience de l'urgence climatique, dans le souci, d'une école de Paris, qui vivra avec son époque, avec un esprit éco-responsable, pour sensibiliser dans et par son domaine, pour la préservation de la Terre. Ceci, tel un devoir envers les peuples du monde, et les générations à venir. Manifeste pour une école de Paris renouvelée du XXIe siècle dite école de Paris du XXIe siècle. Fin vidéo numéro 1. Fin de la première vidéo sur 4. Cet ouvrage est composé de 4 vidéos numérotées de 1 à 4. En lecture audiovisuelle, les numéros et durée des vidéos sont indépendants du plan du contenu. L'auteur Monsieur Antoine Antolini, Critique d'art et les éditions des musées et de la culture, EDMC Europe, vous remercie pour l'intérêt et l'attention portée à ce document audiovisuel. Voir vidéo suivante numéro 2.